Bien le bonsoir la populace. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Comment les Américains ont réussi grâce à la plus longue mission d'interception aérienne de guerre à abattre l'amiral Yamamoto Isokoro, cerveau de l'attaque sur Pearl Harbor. Histoire trouvée sur le compte Twitter Cap Hornier. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter cette histoire. Le 9 février 1943, au terme d'une bataille qui aurait duré 6 mois, les forces américaines contrôlaient l'île de Guadalcanal, dont l'aérodrome d'Anderson Field était l'enjeu principal. Cette victoire stratégique permettait de reprendre l'initiative. La menace sur l'Australie paraît. Les îles Salomon, comme les archipels voisins, étaient cependant loin d'être entièrement libérées. Et la grande base aéronavale japonaise de Rabaul concentrait plus que jamais l'attention des Américains. C'est dans ce contexte que le commandant en chef de la marine impériale, l'amiral Yamamoto, décida d'effectuer une tournée d'inspection dans les îles Salomon afin de remonter le moral des troupes japonaises et préparer une contre-offensive pour reprendre l'expansion nippone. Grâce au programme Secret Magic qui permit le déchiffrement des codes secrets japonais, l'US Navy intercepta le 13 avril 1943 un message de l'amirauté japonaise annonçant l'imminence d'une tournée d'inspection de l'amiral Yamamoto dans les îles Salomon. L'itinéraire, comme la date de l'atterrissage qui aurait lieu le 18 avril à 9h45 sur l'île de Bougainville, ainsi que la force de l'escorte composée de 6 à 9 chasseurs, était donc parfaitement connue de l'amiral Nimitz qui ordonna l'élimination de l'amiral japonais, nommé l'opération Vengeance. La planification de l'opération est assurée par le lieutenant-colonel Moore, des Marines, qui se fait aider par le major Mitchell, as de l'US Air Force pour la navigation proprement dite. Il est décidé que l'interception aura lieu à 9h35, soit 10 minutes avant l'arrivée prévue sur Balal. Les îles situées entre Guadalcanal et Bougainville étant sous contrôle nippon, les chasseurs devront voler au ras des vagues pour éviter les radars ennemis et à 90 km au large des îles pour éviter les postes d'observation ennemis. Seul avion au rayon d'action permettant l'opération, ce sera le P-38 qui sera choisi. Avec 4185 km de rayon d'action, il devra néanmoins apporter 2 réservoirs exceptionnels supplémentaires pour pouvoir couvrir les 1600 km aller-retour. Mais même avec ces réservoirs supplémentaires, la mission est très délicate. En effet, les 18 P-38 chargés de la mission auront 15 minutes sur place pour repérer et abattre le Betty de Yamamoto, prévu d'être en phase de descente sur l'aérodrome de Bougainville. Le P-38 surclassait ses adversaires du 18 avril. Sa vitesse était de 666 km/h contre 428 pour le Betty et 561 pour le 0. Son plafond était de 13 400 mètres contre 8 500 et 10 000. Et il était lourdement armé avec un canon de 20 mm et 4 mitrailleuses de 12,7 mm situées dans le nez de l'appareil. Les 18 appareils opéreront en 2 groupes, 4 tueurs et 14 escorteurs, car la base aérienne de Kaili est toute proche de la zone d'intervention. 2 membres du groupe d'escorte sont désignés tueurs, remplaçant en cas de vol défaillance des titulaires pendant le vol. Le décollage se fait à 7h25. Durée du vol, 2 heures à 338 km/h à une altitude de vol de 9 mètres au-dessus de la mer. Silence radio absolu. Approche de l'objectif à 9h30. Montée rapide à 3500 mètres pour les avions d'attaque et 6000 pour ceux de la couverture. Axe d'attaque, soleil dans le dos. À 7h25, le 18 avril 1943, les 18 Lightning décollent de Guadalcanal. Très vite, 2 avions du groupe tueur sont obligés de faire demi-tour pour des ennuis mécaniques, tandis que les autres poursuivent leur route. Les remplaçants prennent alors leur place. Dans le même temps, à Rabaul, l'appareil de Yamamoto s'envole pour un voyage d'environ 500 km. Les bombardiers volent à 1981 mètres, pendant que les chasseurs d'escorte volent 457 mètres plus haut et légèrement en arrière en 2 formations en V de 3 appareils. Volant à l'estime, les pilotes américains se dirigent vers Bougainville pour ce qui restera la plus longue mission d'interception jamais effectuée jusqu'alors. Extrêmement précis, c'est à 9h34 que le capitaine Koenig repère la formation ennemie dans une légère brume. Yamamoto est bien au rendez-vous. 2 bombardiers Mitsubishi et 6 chasseurs Zéro. Mitchell ordonne immédiatement à ses hommes de larguer leurs réservoirs supplémentaires et de tourner sur la droite. Ascension, pleine puissance, pour se porter à hauteur des bombardiers. Le lieutenant Holmes, qui ne parvient pas à se débarrasser de ses réservoirs, plonge vers la mer pour qu'il se décroche par gravité, suivi par son ailier, le lieutenant Hayne. Mitchell appelle Lanfier et Barber pour qu'ils engagent les bombardiers.
Les Japonais repèrent les chasseurs américains et larguent à leur tour leur réservoir et foncent vers les deux P-38. L'Amphié fait volte-face vers les héros pendant que Barber poursuit les bombardiers qui plongent au ras des arbres. Les deux bombardiers se séparent. L'un va vers la mer, l'autre vers les terres. Barber mitraille sur la première cible, touchant les moteurs. Le Betty de Yamamoto embarque en grand à gauche, manquant de percuter Barber pour aller s'écraser dans la forêt. Les trois chasseurs qui ont accompagné les bombardiers dans leur fuite sont impuissants et ne peuvent empêcher la destruction du bombardier. Barber se dirige alors vers la côte, à hauteur des arbres, à la recherche du deuxième bombardier, ne sachant pas s'il a réussi à abattre Yamamoto. Évitant les assauts des héros, Barber et Lanfier aperçoivent le second bombardier au ras des flots au moment où Holmes et Hine sont en train de l'attaquer. Touché, le bombardier dégage de la fumée. Barber attaque à son tour et achève le Betty qui s'abîme en mer. Les chasseurs engagent brièvement le combat avec des chasseurs japonais. Le combat est furieux, mais observant la colonne de fumée noire qui signe la réussite de la mission, Mitchell ordonne alors de rompre le combat afin de ne pas consommer inutilement le précieux carburant. Sur le chemin du retour, Holmes est obligé de se poser sur les îles Russells par manque de carburant. Le lieutenant Hine sera le seul pilote porté disparu au cours de la mission et son appareil ne sera jamais retrouvé. Afin de ne pas dévoiler le fait que les Américains connaissaient le code japonais, on fait circuler l'information selon laquelle les chasseurs américains avaient été envoyés sur la base d'informations fournie par la population locale. Bon voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CZPA.